Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis ravie d'introduire la première table ronde de cet après-midi, donc aux côtés de Sébastien, Christelle, Léa et Nicolas. On va donc aborder effectivement ce sujet de la cartographie des métiers du numérique au sein des musées, mais pas que. Je voulais en guise peut-être d'introduction vous refaire une très brève présentation de chacun de nos participants. Parce que vous le verrez et on l'abordera tout au long de la discussion. Il y a des points communs dans les formations, dans les parcours et des différences qui ont fait les particularités de chacun. Je vais vous prendre dans l'ordre dans lequel vous vous êtes assis. Donc Nicolas, en premier. Donc, comme on l'a dit, aujourd'hui tu es chargé de réseaux sociaux au musée du Louvre. Donc toi tu as d'abord fait un premier cycle à l'école du Louvre avant de faire le master musée et nouveaux médias. Donc tu es tout comme moi un alumni de ce master, de quelques années après. Au niveau professionnel, donc tu as, depuis 2018, tu es directeur de Coupefil Art, qui est un web magazine culturel. Et donc depuis 2022, tu occupes ton poste actuel au musée du Louvre de chargé des réseaux sociaux, dont tu pourras nous parler. Et donc aujourd'hui, tu mènes un peu les deux de front, tout en écrivant d'autres articles dans des magazines d'art. Léa, donc, tu es aujourd'hui au Centre des Monuments Nationaux. Tu as également fait un premier cycle à l'École du Louvre et tu as poursuivi par un master toujours à l'École du Louvre. D'abord un M1 en muséologie et études des musées, puis un M2 en médiation culturelle. En 2019, tu avais rejoint les équipes de Paris Musée en tant qu'assistante de projet numérique, un poste sur lequel tu as évolué et tu es resté 3 ans avant d'arriver au CMN, au Centre des Monuments Nationaux, où tu es depuis donc, chef de projet médiation et scénographie. Donc Christelle, tu es aussi chez Paris Musée aujourd'hui. Donc toi, ta formation, tu as d'abord fait une licence à l'IESA en métiers des arts et de la culture, que tu as complété avec une licence en arts plastiques et un an de licence en métiers des arts et de la culture à Paris 1, où tu as ensuite fait ton master, d'abord en métiers des arts et de la culture, puis en multimédia interactif. En 2010, tu as commencé comme chef de projet junior chez Anamnesia, donc Anamnesia qui est une agence qui conçoit et réalise des espaces et des dispositifs de médiation. Ensuite, en 2013, tu as fait un bref passage de chef de projet chez Orb pour le MUSEM. Et depuis 2013, tu es donc chez Paris Musée, où tu as occupé d'abord le poste de chargé de projet service multimédia jusqu'en 2018. Et tu es depuis responsable de projet de médiation numérique. Donc tu as côtoyé Léa et Sébastien. Vous le verrez, il y a beaucoup de points communs. Donc Sébastien, effectivement, aujourd'hui tu es spécialiste du numérique et donc fondateur d'ICOI, donc je pense que tu vas nous parler aujourd'hui. Au niveau de ta formation, tu as d'abord fait une licence en droit que tu as poursuivie par une formation en histoire de l'art à l'École du Louvre et en management des organisations culturelles à l'ESSEC et à l'Université de Paris-Dauphine. En 2013, tu travaillais pour Réciproque en tant que chef de projet, donc au pôle éditorial, c'est ça. Donc une autre entreprise, effectivement, qui conçoit des interactifs numériques pour les musées, pour les espaces d'exposition, pour plein d'endroits. En 2017, tu étais webmestre pour la plateforme d'édition Arsena. Puis en 2019, tu as intégré donc Paris Musée en tant que responsable de développement numérique, donc aux côtés de Christelle et Léa. Et enfin, en 2021, tu avais rejoint l'agence France Muséum en tant que responsable numérique. Et donc aujourd'hui, tu as fondé donc ICOI Studio, mais tu continues aussi en tant que consultant freelance pour mettre ton expertise au service des institutions culturelles. Voilà pour cette introduction qui vise à vous présenter nos intervenants. Et donc voilà, donc comme on le disait, l'objectif pour nous aujourd'hui de cette table ronde, ça va être de vous aider peut-être à dresser donc une cartographie des différents acteurs du numérique dans les musées, de l'écosystème dans lequel ces acteurs évoluent, avec les spécificités de chaque métier. C'est vrai qu'on parle parfois de nouveaux métiers du numérique. En réalité, c'est des métiers qui peuvent être anciens, mais qui ont évolué, qui continuent d'évoluer, sur lesquels on se forme, on est amené. Voilà. Donc je vais peut-être vous inviter chacun aujourd'hui à présenter peut-être vos métiers au sein de vos institutions ou de vos entreprises et les spécificités de ces métiers, de vos rapports à vos collègues, à vos intervenants, tout cela.
J'ouvre le bal. C'est difficile d'ouvrir le bal. Donc pour vous parler de cette expérience assez récente, parce que finalement je pense que pour parler de Paris Musée, mes collègues seront encore mieux placés que moi. Mais donc après plus de 10 ans d'expérience dans la médiation numérique, comme vient de le dire Alix, avec celle qui est devenue mon associée Audrey Davanzo, nous sommes partis d'un constat ou d'une envie, c'est-à-dire d'écrire différemment les dispositifs de médiation numérique pour essayer de s'adresser différemment à l'ensemble des publics éloignés et plus particulièrement aux jeunes publics, ou en tout cas à la génération Z et à la génération alpha, qui est celle de nos enfants, avec ce constat qui était de se dire, pour donner envie à ces publics qu'il est difficile d'attraper, essayons de les prendre là où ils sont, c'est-à-dire sur leur mode de consommation traditionnel, sur la pop culture, sur la narration, sur l'interaction, le jeu vidéo, et créons en fait avec les musées des dispositifs de médiation qui leur ressemblent et qui reprennent leur code. Donc c'est de ce point de départ qu'on a décidé de monter notre studio. Depuis, ça fait maintenant, on va fêter notre première bougie à la fin du mois. Donc les échantillons ont été extrêmement larges, donc on a pu bien sûr travailler dans les musées. On a travaillé sur un musée de l'espace. L'idée aussi, c'était comment introduire en fait un musée de l'espace, et c'est pour expliquer un peu notre point de vue. On s'est dit on va raconter une histoire pour justement quand on rentre dans un musée de l'espace, on fait un voyage à travers l'espace. Et donc on a essayé de reconstituer en fait comme un petit vaisseau spatial avec différentes activités, avec un robot hologramme, avec un peu d'IA, avec lequel on pouvait converser, des jeux, un jeu où on pouvait créer sa planète, un jeu où on manipulait un rover avec sa tête sur Mars, etc. Et c'est ça ce point de vue, c'est d'essayer de toujours trouver quelque chose qui nous raconte. On n'utilise pas trop le mot, mais c'est aussi ce qu'on fait. On fait d'ailleurs partie d'un groupement qui s'appelle les créateurs de l'immersive Jedi, et donc on essaie de trouver l'immersion, mais pas forcément dans les moyens traditionnels. Le but, c'est pas de mettre des casques verts sur la tête de tout le monde. On pourrait le faire, et peut-être qu'on le fera. Mais c'est d'essayer justement de rentrer dans des univers qui nous attirent. Voilà. Alors du coup, c'est intéressant puisque j'ai une expérience complètement... complémentaires. Voilà, on va tous se parler de choses très différentes et très complémentaires, mais du coup, moi, j'aimerais vraiment insister sur le fait que le numérique est un outil. Moi, je viens vraiment de la médiation à la base, la médiation culturelle, et j'ai eu la chance d'être dans les années 2013, en tout cas 2010, et d'avoir eu ce tournant, et en fait, il n'y avait aucune perspective de travail dans la médiation, tout est vraiment très bouché, et grâce au Master 2 Multimédia Interactif de Paris 1, j'ai vraiment... eu cette opportunité de me former au numérique et de travailler avec des gens du numérique et de créer des projets numériques. Mais moi, on va se reposer la question tout à l'heure avec l'IA, mais c'est des outils en fait. À la base, c'est ce que tu viens de dire aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, quels sont les objectifs de médiation, à quel public on s'adresse, et après on dit de quel numérique on veut, ou alors du papier, ou alors des impressions, des doubleux, Après, moi je travaille beaucoup... grâce à Paris Musée dans tous les musées de la ville de Paris. Donc on a quand même 14 musées, 12 musées et 2 sites. Et en fait, on est 3 responsables projet médiation numérique au service numérique de Paris Musée. Et moi, je m'occupe particulièrement du musée Carnavalet, de la crypte archéologique du musée Zadkine et du musée Bourdelle. Et j'ai eu la chance, dans toutes ces années, de faire pas mal de rénovations, notamment la rénovation du musée Carnavalet, qui nous a tous pris beaucoup, beaucoup de temps. Et par exemple, dans le musée actuellement, il y a 100 dispositifs numériques, 140. Et je crois qu'on a tout fait, entre les interviews de scientifiques, les quiz, les jeux hybrides entre numérique et physique, qui n'ont pas forcément tout le temps réussi. Mais on a vraiment essayé d'être assez générique, et on est aussi sur les livres d'or, on est aussi sur l'application mobile, on est aussi sur le site internet. On a quand même tous ces outils qui sont là pour nous et pour essayer de trouver au mieux le message qu'on veut faire passer et comment le faire passer et à qui. Je ne sais pas si je me suis trop mis sur mon... Voilà, je passe le parole. Donc, le Centre des Monuments Nationaux, on a une logique un peu différente, puisque le Centre des Monuments Nationaux regroupe une centaine de monuments historiques et sites patrimoniaux sur l'ensemble de la France métropolitaine. Donc finalement, on va presque avoir une logique territoriale sur certains aspects. Et donc on a des équipes dans les monuments et des équipes dans le siège à Paris. Et donc en l'occurrence, toutes les compétences liées à la médiation numérique et au numérique sont centralisées dans les équipes à Paris, qui ensuite interviennent un peu plus ponctuellement au sein des monuments au besoin. Donc
le numérique se déploie dans divers départements, etc. Et donc nous, en tant que chef de projet médiation et scénographie, en tout cas le parti pris du Centre des Monuments Nationaux, c'était de ne pas avoir de chef de médiation numérique, mais des chefs de projet médiation qui au fait interviennent de façon transversale sur l'ensemble des médiums. Donc au fait, comme le disait Christelle, on définit un contenu, on définit un besoin de médiation, et ensuite on cherche à y apporter la meilleure réponse. Donc ça peut être du numérique, ça peut être du print, ça peut être une manip, ça peut être une maquette, ça peut être plein de choses. Donc voilà comment on s'organise. Et donc nous, on travaille plus particulièrement sur toutes les refontes de parcours permanents dans les monuments et la création d'espaces d'introduction, d'espaces d'interprétation. Donc en fait, tout ce qui va être fixe et utilisé en autonomie par les visiteurs. Ensuite, on a des collègues qui vont travailler sur des projets plus expérimentaux et innovants, comme par exemple des gros projets de réalité virtuelle, des choses comme ça, dans une autre direction. Bonjour. Alors, c'est intéressant tout de suite que tu aies évoqué la notion d'outil, puisque c'est comme ça, moi, que je suis venu au numérique et aux réseaux sociaux. Moi, je vais me permettre de faire une petite présentation un peu personnelle. Moi, j'ai un profil vraiment beaucoup plus histoire de l'art, initialement. D'ailleurs, je fais même une thèse d'histoire de l'art à côté de tout ce que je peux faire. Et dès le départ, les réseaux sociaux et le numérique, ça a été un outil pour diffuser de l'histoire de l'art, avant même d'être au musée du Louvre. C'est pour ça que tu parlais de Coupe-Fil en 2018, où j'ai co-créé un web magazine pour parler d'histoire de l'art. On a été très vite présents sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs du numérique du monde des musées. Et parallèlement à mes études à l'école du Louvre, donc le premier cycle, qui correspond vraiment à la licence d'histoire de l'art, j'avais déjà fait un stage au musée du Louvre au service réseaux sociaux, parce que ça m'intéressait justement de voir comment ça fonctionnait dans un musée comme le Louvre, et de perfectionner un peu cette pratique des réseaux sociaux appliquée à l'histoire de l'art. Alors, tout s'est bien goupillé, puisque finalement, en finissant le master musée Nouveaux Médias, j'ai pu rentrer au musée du Louvre, là où je connaissais encore finalement bien les gens, y compris du côté conservation, histoire de l'art, et du côté médiation, communication. Et donc, effectivement, cette notion d'outil, c'est exactement ça. Et encore aujourd'hui, au quotidien, on va dire que dans mon service, ce qui m'intéresse initialement, bien avant la com et des réseaux sociaux, c'est vraiment de diffuser de l'histoire de l'art. Alors évidemment, je débarquais pas non plus, j'ai toujours beaucoup aimé faire de la photo, j'aimais beaucoup bidouiller les réseaux sociaux, mais au départ, j'avais pas du tout de volonté de faire de la com, ou justement de toucher au numérique. Donc je pense qu'on va en reparler de cette question d'outils, mais voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que même à côté du Louvre et à côté des réseaux sociaux, je continue à écrire beaucoup effectivement pour des magazines type Beaux-Arts, et j'utilise les réseaux sociaux pour diffuser tout ce que je peux faire à côté. Donc voilà, c'était juste... je sais pas si... Merci déjà donc pour ces premières présentations donc des métiers existants et que vous exercez. Moi là j'aurais un peu envie de vous demander, au vu de, j'ai pas envie de dire l'ancienneté, mais de l'existence en tout cas de nos métiers et de vos expériences aux uns et aux autres, qu'est-ce que vous direz qui a vraiment le plus changé dernièrement, et peut-être les nouvelles compétences qu'on vous demande de mobiliser aujourd'hui dans vos métiers en lien avec le numérique, et auxquels je ne vais pas dire que vous n'étiez pas préparé, mais qui vous demandent en tout cas peut-être toujours de nous adapter, de nous former sur ces sujets-là. En tant que plus ancienne, je crois. En tout cas à Paris Musée. 13 ans, ça fait 13 ans du coup que je suis à Paris Musée, donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses passées. Ce qui est très intéressant à Paris Musée, c'est que Paris Musée est né en 2013, en janvier 2013. Avant, c'était plutôt dans les musées qui s'organisaient, donc il n'y avait rien de numérique. On est vraiment parti de rien. Je suis arrivée en juillet 2013, alors je tiens à le préciser, pour une mission de 3 mois. Donc tout est possible. Je suis arrivée pour une mission de 3 mois pour un serious game, et ça fait 13 ans que j'y suis. Donc oui, il y a eu beaucoup d'évolutions, et en fait ce qui est très intéressant, c'est que dans nos métiers, de toute façon, on est obligé d'être en méthode agile, j'ai envie de dire, tout le temps. Notamment en ce moment, c'est la grande année des réflexions sur l'IA et le RSE, donc tout ce qui est éco-responsabilité. C'est deux choses complètement schizophréniques, et il faut juste essayer de trouver le juste milieu. Et je pense que moi c'est un peu ma directive de toute ma vie, c'est de trouver le juste milieu. C'est pareil entre le numérique ou la médiation, c'est juste trouver le juste milieu. C'est de pas trop faire et de faire quand même assez. Et on le voit, il y a une étude des publics, un baromètre des publics qui est sorti là,
la semaine dernière, et qui dit que les publics sont juste satisfaits du numérique, ils n'en veulent pas plus, ils n'en veulent pas moins. Et ceux qui en veulent le moins, c'est des plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on arrive quand même à une période où on a fait beaucoup de numérique. Et là, il faut juste peut-être trouver les bonnes paroles, les bons dialogues, les bons outils, et peut-être arriver aussi à un numérique qui est plus subtil. Je crois qu'on a fait, comme tu le disais, suffisamment de VR, de casques. Ça, on a fait aussi à Paris Musée. On a eu la chance d'un terrain de jeu incroyable à Paris Musée, aussi bien dans les expos, dans les collections permanentes. Et je pense qu'on a un petit retour en arrière d'un numérique qui est plus subtil, qui est pas forcément, qui est un peu magique. En fait, voilà, je pense qu'on arrive à ça, mais dans 13 ans, j'ai jamais fait la même chose, jamais le même projet, jamais avec les mêmes outils. Et donc, voilà, toujours en méthode agile. Non, je suis d'accord sur la question justement de la magie et de la subtilité, même d'ailleurs sur la question des outils. Hein, c'est-à-dire que même nous, dans le point de vue qu'on a voulu développer, c'était justement pas de se centrer sur un produit, sur un savoir-faire, mais d'essayer autour justement de cette question de comment essayer de toucher un public et de transmettre un message à un public, trouver les bons outils. C'est pour ça d'ailleurs que notre studio, Icoi Studio, on a souhaité rajouter le mot transmédia sur notre logo, parce que justement l'idée, c'est pas d'aller avec une seule technologie, mais de faire le bon choix. Autour de cette question-là, justement, c'est de raconter, c'est de transmettre déjà, et de raconter en transmettant, d'embarquer en fait dans un discours. Et c'est vrai qu'il y a 2 points déjà qui sont assez importants dans les changements actuels. Je pense que la question de l'IA est une vraie réflexion pour tous. C'est-à-dire, c'est inévitable, c'est un vrai changement sociétal qui s'annonce, c'est un vrai outil. C'est où le placer pour que ça soit judicieux, c'est-à-dire ne pas remplacer le savoir humain, c'est-à-dire que pour le moment, il y a de très bonnes choses qui se passent. De plus en plus, les machines sont de plus en plus intelligentes, mais elles font encore des erreurs. Donc, peut-on remplacer en fait un dispositif écrit par un sachant par un dispositif placé par une machine? Et même du côté de la création, vu qu'on est là pour mettre en avant aussi le travail d'artistes humains, est-il à propos, en tout cas c'est une question qu'on se pose même d'un point de vue de l'économie de la production, de l'utiliser de notre côté? C'est vrai que le choix qu'on a fait, c'était toujours de travailler depuis un an avec des vrais artistes. On travaille beaucoup dans le domaine de la BD, et on a plutôt fait le choix de s'entourer en fait de dessinateurs, de scénaristes, d'auteurs, aux côtés bien sûr du personnel scientifique, pour créer des dispositifs très artisanaux et de ne pas faire le choix d'utiliser de l'IA pour créer. Donc c'est un choix qui est assez important, et je pense qu'effectivement c'est aussi cette multiplicité d'outils face à cette multiplicité d'usages qui se sont créés en plus de 10 ans de carrière sur le numérique. C'est quoi choisir pour que ça soit le plus adéquat, sachant que la palette est assez énorme, et c'est comme ça que par exemple nous on s'est même investi dans cette question du webtoon, qui est la BD nativement en ligne, pour essayer de toucher aussi différemment le public sur un format qui est assez léger, hein, qui est celui de la littérature, mais accessible, et qui peut raconter aussi des histoires dans les lieux. Donc voilà, je pense qu'on se rejoint assez sur ces grands changements-là. Je pense que pour revenir à la question de départ sur aussi ce qui a évolué, alors moi j'ai moins d'expérience que vous, mais déjà dans le faible temps, on va dire que j'ai vu beaucoup de choses changer. Et alors, je vais beaucoup parler de réseaux sociaux, hein, navré, mais le premier stage que j'avais pu faire au musée du Louvre aux réseaux sociaux, c'était en 2019. Tout début 2019, c'est il y a quand même pas si longtemps. Et je me rappelle très bien que le service réseaux sociaux était quand même assez isolé à l'échelle du musée. C'était assez difficile de travailler avec les autres services, de faire des choses. Je suis revenu en 2022, c'était vraiment le jour et la nuit. Et aujourd'hui, on est inclus dans tous les projets, même les projets les plus, on va dire, un peu pointus d'exposition. On travaille avec beaucoup d'agences. Enfin, les choses, je pense qu'au-delà des changements de pratiques, de méthodes, ça c'est un autre sujet, le changement de conception du numérique des réseaux sociaux a été énorme en l'espace de 2019-2022, c'est 3 ans. Hein. Et vraiment, en 2019, mes collègues qui travaillaient aux réseaux sociaux étaient vraiment isolés à l'échelle du musée. Et c'était vraiment... Et c'est intéressant parce que j'ai toujours gravité autour du Louvre, donc je peux vous parler d'une institution et des évolutions à court terme, mais il y a déjà beaucoup d'évolutions à court terme. Donc c'était pour parler justement de ce changement de conception, et qui continue encore. Enfin, aujourd'hui, les réseaux sociaux au sein du musée, on est vraiment inclus partout. Et même les conservateurs qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui n'utilisent pas le numérique, qui n'ont pas vraiment de connaissance des choses, ont conscience qu'il faut le faire et viennent nous voir assez naturellement. Après, c'est à nous derrière, avec notre expertise, de voir ce qu'on fait, mais en tout cas, voilà. Oui, moi
j'ai moins de recul que du coup effectivement Christelle et Sébastien, comme le disait Nicolas, mais j'ai la sensation que ces dernières années, nous on a aussi des relations peut-être un peu plus suivies avec d'autres collègues, notamment en charge effectivement des RSE ou de l'accessibilité, qui du coup dans le numérique est une question hyper importante et je trouve qu'il s'intensifie de plus en plus. Et après, j'avais quand même la sensation que avant c'était plus une compétence qui était détenue entre les mains d'un petit nombre de personnes et que c'est de plus en plus diffus parmi les collègues et que maintenant tout le monde a quand même un peu plus les capacités de se projeter dans ce que peut être un outil de médiation numérique, dans la conception des contenus, donc quelque chose de plus partagé en tout cas. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaie aussi de favoriser en ayant des formations en interne sur la médiation numérique pour nos collaborateurs, typiquement dans les monuments, les conservateurs, des choses comme ça, pour qu'ils puissent se projeter un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que concevoir un outil de médiation numérique. Non, ça ne prend pas une semaine et non, ce n'est pas gratuit. Donc en gros, les grandes étapes et ce qu'il faut prendre en compte quand on conçoit un dispositif ou un outil. Je rajouterais juste aussi, ça dépend vraiment des personnes, comme tu le dis. Moi, je rencontre encore des personnes qui sont vraiment, alors qui n'ont pas du tout le vocabulaire du numérique. Donc, par exemple, qui vont me parler de tablette alors qu'on parle d'ordinateur. Enfin voilà, qui vont être assez flous dans des propos, qui vont pas du tout se projeter. Là, par exemple, pour la prochaine exposition, c'est un peu le cas. Donc, c'est aussi toute une pédagogie, comme tu le dis, à faire. Et ça dépend aussi de la volonté. On a de la chance à Paris Musée, et tu l'as vécu aussi, d'avoir certains musées qui sont plus demandeurs en fait, de numérique, ou en tout cas d'expérience, que ce soit numérique ou autre. Et donc, des fois, nous, on peut aussi commencer de travailler avec un ou deux musées et montrer aux autres musées ce que ça peut donner. Donc ça, c'est une réelle chance qu'on a. On l'a fait notamment pour les gigapixels, où au début, tout le monde se demandait ce que c'était, etc. Et on a fait une première campagne, et après, tout le monde disait « waouh !» Et tout le monde est parti, on a fait 4 campagnes, mais du coup, c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir tester. Et ça, c'est hyper important dans nos métiers, c'est tout ce qui est veille, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, pas forcément que dans les musées d'ailleurs, et surtout pas que dans les musées, pour avoir des idées, pour montrer, enfin voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ça, c'est hyper important aussi de bien étudier ce qui marche pas. On a eu plein de choses qui n'ont pas marché à Paris Musée, notamment 2 projets qu'on avait fait dans le cadre des appels à projets innovants du ministère de la Culture. Et c'était hyper intéressant parce qu'après, on se pose la question, pourquoi ça marche pas? Est-ce que ça vient de la technique? Est-ce que ça vient du public? On a eu tous les cas de figure. Donc voilà, l'étude des autres expériences et la veille. Et j'allais te dire, vous faites souvent du coup d'ailleurs tous, mais des retours d'expérience sur ces projets pour déterminer ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on refera pas du tout et pourquoi? Ou c'est ponctuellement quand il y a vraiment quelque chose qui est criant de soit de réussite, soit d'échec, que là vous vous posez ces questions? Non, c'est chaque projet, nous en général. Chaque projet, on fait des retours, que ce soit en fonction de la taille du projet, ça peut être une grosse réunion où on en parle vraiment à plusieurs voix, mais juste à l'échelle du service, sur chaque projet, oui, tout à fait, on en parle, on fait un retour sur ce qu'on a fait. Et la veille, c'est pareil, c'est ultra important. La veille musée, hors musée, international aussi, et rencontrer les gens aussi, tout simplement. Carrément. Alors je reviens juste sur les études, nous on n'a pas le temps de faire les retours, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de travailler, parce qu'en fait on enchaîne, on a 20 expositions par an, 14 musées, autant de collections permanentes, donc on essaye vraiment de prendre du temps de post-mortem, de revoir avec les équipes ce qui a fonctionné ou pas, et souvent c'est aussi inter-équipe, au niveau de la conservation, comment était le retour, au niveau du public, etc. Donc on essaye de faire des études, et dans des projets dont je parlais, c'était inhérent au projet de faire l'étude des publics. Dans le projet le projet dont j'ai parlé, du ministère de la Culture, il fallait absolument faire une étude des publics, et c'est comme ça aussi qu'on a compris pourquoi ça ne marchait pas, évidemment, ça sert à ça. Et on le fait sur certains projets aussi dans les collections permanentes, des expérimentations, pour évidemment voir le ressenti des publics, mais on ne le fait pas à chaque fois. Oui, donc moi je suis quand même dans une temporalité un peu différente parce que c'est globalement que du projet pluriannuel qui dure à minima 2-3 ans. Et donc effectivement on essaie de mettre en place quand même assez systématiquement des études qualitatives à la sortie des outils. Donc je pense par exemple là sur le nouveau...
Sonore du Panthéon qu'on a sorti début 2025. Donc là, on lance une étude qualitative dans justement une optique un peu d'amélioration continue. Comme c'est des outils permanents, on a un peu cette marge pour faire progresser les choses. Et sinon, ce qu'on essaye de faire quand même maintenant assez globalement, mais ça nécessite de prendre un peu de temps en amont, c'est d'intégrer systématiquement des phases de test avec les utilisateurs, des phases de co-construction, de consultation des visiteurs, des usagers, pour un peu justement anticiper ce qui marche pas, plutôt que de le voir une fois qu'on a sorti l'outil. Sur ce point, c'est vrai que nous, on a peu d'années de vie, mais de manière globale, c'est vrai que du coup, sur la vie d'avant, on est beaucoup dans des institutions, surtout pour avoir été plutôt dans des gros paquebots, comme l'APM. On prend assez peu de temps et au final pour faire des rétextes, des études, mais c'est vrai que c'est foncièrement utile et c'est vrai que depuis du coup, cette petite année, on essaye au maximum, nous, d'intégrer les publics dans notre démarche. On a de la chance sur un dispositif qu'on est en train de concevoir, un serious game pour la PEC. Il y avait une vraie volonté du client d'inclure le public final dans la création. Et donc, on fait l'ensemble de nos réunions de projet avec des publics cibles, hein, donc des alternants de la PEC ou autres. On a eu la chance de faire un bêta-test. On va faire un deuxième bêta-test avant la sortie. Et d'essayer vraiment de co-concevoir au maximum possible, hein, tant que faire se peut, parce que là, donc, développer déjà un serious game en moins d'1 an, c'est déjà une affaire énorme, sachant que c'est un gros projet. Mais d'essayer d'avoir quand même des retours permanents. Après, même sur nos propres produits, on essaye beaucoup d'essayer de tester justement les idées, comme on a essayé de créer une licence transmédia, donc avec plusieurs médiums, donc du webtoon, du web novel, et là maintenant un jeu vidéo qui vient sortir, hein, de médiation du patrimoine dans la ville. On essaye d'avoir des retours justement des utilisateurs, des lecteurs, pour les insérer, pour essayer de s'améliorer tout au long, et parfois même, justement, c'est pour la sortie, on est carrément allé avec l'autre société avec laquelle on a créé le dispositif. Sur un salon, donc une Japan Expo locale de la ville, où on a lancé notre dispositif pour être au plus près des jeunes et avoir des retours directement pour cette première sortie du produit sur notre public cible, sur les familles, sur les ados. Et c'est vrai que ça aide quand on peut avoir cette chance d'avoir une démarche itérative et de pouvoir améliorer en permanence son produit à le faire meilleur et à le faire correspondre aux attentes de son public cible. Complètement d'accord avec toi, et justement c'est les plus beaux projets qu'on ait sortis, notamment mon Serious Game, Mission Zygomar. C'est pourquoi je suis arrivée à Paris Musée, et on a réussi à faire toutes ces étapes, c'est-à-dire avant le cahier des charges, aller voir les enfants, parce que c'était vraiment pour les enfants, travailler avec eux, les notions qu'ils connaissaient, etc., jusqu'au test à la fin, etc. Et c'était un projet qui a super bien marché. Si on pouvait faire ça à chaque fois, on le ferait, mais il nous faut du monde. Et du temps. Et juste par rapport aussi à ce que Sébastien disait sur le fait qu'on était dans des gros paquebots, c'est vrai. Il faut quand même se dire par rapport à cette question de la cartographie des métiers qu'au fait, des gens comme nous, dans 85% des institutions en France, il n'y en a pas. Donc c'est des gens qui sont multicasquettes et qui font peut-être faire un projet de médiation numérique dans leur vie. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment, du coup, soit ils font appel à des AMO, comme un rôle que peut jouer par exemple Sébastien, j'imagine, parfois, soit ils se débrouillent un peu comme ils peuvent. Et juste, je rajouterais qu'au début de Paris Musée, je m'occupais aussi des réseaux sociaux. Après, on a laissé à la com, mais j'ai eu aussi cette casquette de réseaux sociaux qui est pas un métier, qui est une vie, parce qu'on était 24 heures sur 24 sur les réseaux. Enfin, voilà. J'ai plus ce côté-là et je suis bien contente. Effectivement, du coup, Léa, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, c'est que là, tous les trois, vous incarnez, on va dire, ce qu'on appellerait dans notre jargon l'interne. Vous êtes au sein des institutions. Toi, Sébastien, tu nous représentes l'externe. Tu es en dehors. Et effectivement, ça ne fonctionne pas de la même façon partout. On a la chance d'appartenir effectivement à des grosses institutions qui ont un peu professionnalisé ces métiers et qui font qu'on se consacre à ces sujets. Voilà. Et donc, je voulais vous poser un peu cette question du rapport de l'interne-externe, parce que même en interne, il y a des compétences qu'on n'a pas. On fait appel à des prestataires. Voilà, comment on travaille pour aborder ces sujets d'écosystème de nos métiers. Les rapports donc, internes avec d'autres collègues, comment on détermine des projets, comment on les mène à bien, mais avec l'externe. Et Sébastien, de ton point de vue à toi, en tant qu'externe, comment tu te positionnes vis-à-vis des musées, quand on vient te chercher les idées qu'on peut avoir, comment tu conseilles, voilà. Je pourrais commencer parce que du coup je vois que l'assistance est très grandement composée de personnes du master. C'est vrai que quand on est en M2 chaque année à la conclusion, au rendu du projet des M2 du master musée et nouveaux médias,
Pour ceux qui n'en font pas partie, en M2, l'ensemble des élèves travaillent sur la création d'un projet de médiation numérique qu'ils font entièrement eux-mêmes, de la conception au graphisme en passant par le code, et le délivrent comme une agence, d'une certaine manière un client, pour moi depuis que je suis arrivé à l'Institut du monde arabe. Et c'est vrai que pour avoir été des deux côtés de la barrière en permanence, avoir commencé dans le privé, être rentré dans le public et être ressorti pour aller retourner au privé, je leur dis que c'est extrêmement formateur, parce que bien que beaucoup d'entre eux se destinent à des carrières plutôt dans des institutions, dans des musées, dans des collectivités, etc., de pouvoir avoir appris en fait à faire et de pouvoir avoir une certaine forme d'empathie, en tout cas de se plonger dans ce qu'est le métier de la personne à qui on va commander plus tard, ça aide à faire de meilleurs cahiers des charges, parce qu'on se dit qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme renseignement de la part du musée pour pouvoir bien réaliser, et de l'autre côté, ajuster la question du temps et de l'économie que cela représente, en tout cas par extension de l'économie que cela représente, pour mieux comprendre aussi les situations, parce que c'est vrai que ce dialogue, pareil aussi, parce que ayant fait moi une partie de ma carrière dans des institutions suffisamment riches pour pouvoir beaucoup travailler avec des prestataires externes, cette question du dialogue est hyper importante, parce que l'idée naît dans le musée, mais il faut savoir l'expliquer à quelqu'un qui va la transformer pour nous et créer ce bon dialogue. Et c'est extrêmement difficile d'un côté comme de l'autre, de pouvoir créer cette bonne communication, sachant qu'en plus, autant dans des institutions privées, il peut y avoir un choix qui se fait directement d'humain à humain, mais généralement tout ça se passe par l'intermédiation d'un appel d'offres public. Et donc on choisit quelqu'un pour la qualité de sa réponse, pour la qualité de son équipe, mais pas pour ce qu'il est. Et en fait, on découvre un peu ce qu'il est. Bon, après, avec les années d'expérience, on finit par connaître tout le monde. On est tous une grande famille, comme on peut le voir là. Mais donc, on finit par connaître les humains. Mais finalement, quand même, la première étape, ça passe sur du papier. Et c'est extrêmement dur. Donc, voilà, sur ce point-là, je dirais que c'est assez important, et que les meilleurs projets que j'ai pu faire, c'est toujours justement quand le lien a été créé, alors que ce soit moi du côté privé ou du côté justement institutionnel, quand on a réussi à créer ce lien humain qui fait qu'à un moment on arrive à trouver le diapason entre l'équipe qui représente l'institution et l'équipe qui représente le prestataire. Hyper intéressant. Et moi, je dis souvent que je fais aussi de la médiation entre les équipes des musées. Comme tu disais, Léa, nous, on n'a personne du numérique en fait dans les musées. Donc mais c'est eux qui ont le besoin. Donc entre les équipes du musée et les prestataires extérieurs, on fait la médiation entre les deux. C'est vraiment nous qui sommes là, passe-plat des fois, mais la plupart du temps vraiment médiateurs. Et toute la partie, nous, on travaille avec entre 25 et 50 prestataires que au numérique, parce qu'après, tous nos marchés, Paris Musée, que ce soit les éditions, les collections, le marché, etc. Tous les marchés sont communs pour tout le monde. Donc voilà, on travaille beaucoup de prestataires. Mais c'est vrai qu'on se connaît un peu tous, et on a en effet des fois qu'il y a un peu un blocage de l'offre publique, c'est-à-dire on sait qu'une personne va très bien répondre à quelque chose, mais on ne peut pas lui dire directement viens avec moi. Il faut passer par un marché, il faut qu'il réponde, ça prend 4-5 mois. Il y a aussi toute cette temporalité qui est un petit peu différente, parce qu'on ne peut pas dire un projet on le fait en 3 semaines, de toute façon c'est impossible. Mais déjà rien que de trouver le bon prestataire, ça peut faire 3-4 mois si on fait un marché public. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de rapports. Moi je sais pas, j'ai des connaissances de base, comme tu disais, il faut vraiment avoir le vocabulaire, et aussi pour ne pas se faire un peu balader, parce qu'un graphiste qui va nous dire là j'en ai pour 3 jours alors qu'on sait que ça prend 2 heures, on va dire bon, t'es sûr? Donc voilà, on s'accorde aussi, mais il y a vraiment toute cette communication avec l'extérieur et avec les équipes des musées pour faire la médiation avec les deux. Alors encore une fois, ça va être très réseaux sociaux, mais oui, nous on fait beaucoup de choses nous-mêmes, et c'est pas une histoire de compétences quand on externalise, c'est une question de temps. Alors nous, les marchés vidéo, ce genre de choses, elles sont passées une fois par an, donc en fait on n'a pas besoin de repasser un marché à chaque fois qu'on veut faire une vidéo. On a nos prestats et on leur commande ce qu'on veut globalement, mais nous c'est quand même souvent une question de temps plus que de compétences, parce qu'on peut le faire, on en fait d'ailleurs, donc c'est vraiment une hiérarchisation des projets, de ce qu'on veut exactement, donc voilà, c'était pour compléter sur les prestats. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Peut-être juste quand tu dis
pour un tout petit peu détailler, quand tu dis que c'est une question de temps, j'imagine bien que c'est les plans de charge des uns des autres. Et du coup, c'est quoi, c'est en début d'année, vous êtes capable de dire, non, c'est au fil de l'eau. C'est vraiment au fil de l'eau. Au Louvre, il y a, alors évidemment, on parlait de paquebot. Le Louvre, c'est le gros paquebot, donc voilà, avec beaucoup de sujets, beaucoup de gros sujets, mais aussi beaucoup de micro-sujets. Et on pourra parler après de la notion de conception d'équipe, parce que c'est intéressant. Dans mon équipe, on a quand même des profils très différents. Moi, avec le côté vraiment histoire de l'art, j'ai un chef de service qui vient d'agence de com, mais qui vient pas du tout du monde de la culture. C'est-à-dire qu'il a bossé pour Disneyland, la SNCF, vraiment habitué à des très gros volumes de com, mais sur seulement 2-3 sujets. Il est arrivé au Louvre, il s'est pris la salve de micro-sujets du musée, et ça peut être assez compliqué à absorber, parce que c'est pas du tout la même manière de travailler. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je parle de manque de temps. Et donc il faut choisir les projets et redispatcher en fonction de ce qu'on fait nous-mêmes, de ce qu'on fait pas nous-mêmes. Rien que la semaine prochaine, j'ai 3 tournages, en fait j'en ai 2 externalisés, j'en ai un que je fais moi-même. Au Centre des Monuments Nationaux, on n'a pas de compétences de graphisme ou de développement en interne. Je sais que ça peut être le cas dans certains musées, comme le musée de l'Armée par exemple. Mais on a adopté une stratégie un petit peu à 2 échelles, à savoir que pour les gros projets de refonte, un peu avec un budget assez conséquent, on fait appel à des prestataires spécialisés une fois que le programme muséographique et le programme scénographique est validé. Et après, on a aussi développé une plateforme qui nous permet d'éditer des cartels numériques et des applications mobiles en interne. C'est un peu le gros de notre sujet. Concrètement, on a des monuments dans lesquels on n'a pas le droit il n'y a pas de prise, on ne peut rien mettre, donc on fait des applications mobiles ou des audio-guides. Et beaucoup de monuments, châteaux remeublés ou autres, et donc là, le cartel numérique est quand même particulièrement efficace. Donc ça permet au fait de répondre aussi aux besoins de médiation de tout le monde. Donc il n'y a pas que l'Arc de Triomphe et le Mont-Saint-Michel qui ont le droit d'avoir une médiation, il y a aussi l'abbaye de Montmajour ou du Toronnet, voilà. Donc comme ça permet d'être un petit peu plus souple, agile, de ne pas avoir à passer à un marché qui, avec nos services juridiques qui sont un peu sous l'eau, peut prendre effectivement très longtemps, et de produire des outils qui sont simples, robustes, mais où finalement c'est le contenu derrière qui prime et qui est conçu par nos équipes à nous. Je reviens juste sur les marchés. En effet, c'est un bon point. Nous, on a des marchés qu'on passe comme ça pour certains... vraiment ponctuels, mais après la plupart de nos marchés sont en effet sur des années, des accords cadres, tous les 4 ans. Et là, par exemple, pour l'agilité de mon métier, je suis en train de passer l'appel d'offres pour l'hébergement web. Donc je n'ai aucune compétence, je ne comprends pas la moitié des questions qu'on me pose, mais c'est fait partie du métier. Voilà. Eh ben, peut-être Nicolas, comme tu suggérais, on peut parler effectivement des rapports en interne, des équipes. Comment tu dialogues les uns avec les autres avec le... Ouais, moi, surtout ce que je parlais de ça plutôt pour évoquer les différents profils dans les équipes, parce que ça qui m'intéresse, c'est que c'est quand même encore une fois réseaux sociaux, des métiers relativement récents, c'est récent aussi qu'il y ait des formations qui s'intéressent à cette notion des réseaux sociaux, du métier des réseaux sociaux. Donc on se retrouve souvent avec des équipes plurielles, des équipes avec des compétences quand même extrêmement différentes, des formations extrêmement différentes. Et non, c'était juste pour évoquer ça. Je parlais de mon chef de service qui, lui, est un vrai communicant. C'est-à-dire qu'il a toujours fait que ça. Il a fait de la communication en politique, il a fait de la communication donc SNCF, etc. Là où effectivement, moi je viens plutôt d'histoire de l'art. J'ai un autre collègue qui, pareil, a fait un peu d'histoire de l'art. Enfin, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est la question des équipes, justement. Et puis au Louvre aussi, on a eu à une époque, puis ça arrive encore, des mobilités internes. Donc en fait, on se retrouve des fois justement avec des gens qui changent de métier, qui ont fait beaucoup de choses finalement avant d'arriver à un poste dans le numérique, dans ces choses-là, qui ne sont pas de purs produits de formation, communication numérique, peu importe, médiation numérique, etc. Moi, ça va peut-être être plus décevant parce que pour le coup, nous, on est assez homogène. On a tous fait des masters. Certaines ont fait votre master, d'autres muséo-expographie à Artois, d'autres l'école du Louvre, voilà. Ce genre de choses. Après, on a un peu des micro-spécialités. Moi, je suis un peu plus médiation numérique. J'ai une collègue qui est plus spécialisée en régie des œuvres parce qu'on s'occupe aussi de l'agencement des vitrines, etc. Une autre qui est plus spécialisée en muséographie pure et dure. Donc voilà, mais ce sont des petites variations dans une équipe quand même globalement homogène. Je reprends exactement tes mots.
Nous aussi, on est plutôt homogène. On a la chance à Paris Musée aussi d'avoir suffisamment de... Enfin, je pense au Louvre aussi, mais on a tellement de métiers possibles que chacun y trouve un peu son compte. Et après, en effet, c'est plus au niveau de la sensibilité. Donc, on avait par exemple des personnes qui étaient plutôt tech, donc qui vont aller dans l'innovation, d'autres qui étaient plutôt contenu, donc qui vont faire très attention à chaque mot qui est dans l'application, enfin dans le dispositif. Donc, non, on est plutôt, nous tous, venus de la médiation et médiation numérique. Donc c'est assez... Mais par contre, c'est toutes les personnes avec qui on travaille tous les jours, qui, je pense, comme le Louvre, on travaille avec tout le monde, que ce soit le directeur du musée, à responsable com, à l'intervenant culturel. Enfin voilà, on a vraiment tous les profils avec qui on travaille. Donc peut-être pour ouvrir, c'est vrai que pour avoir fait pareil, pour les deux côtés de la barrière, il y a quand même quelque chose qui est assez formidable, et c'est ce qu'incarne d'ailleurs ce master ici, c'est qu'il y a une particularité justement dans le numérique des musées, c'est qu'il y a quand même cette composante que la plupart des gens qui y travaillent ont quand même dans leur formation, et aussi généralement très grandement dans leur centre d'intérêt, l'histoire de l'art ou l'histoire, en tout cas comme composante de leur parcours. Et c'est vrai que c'est très drôle, surtout quand on est de l'autre côté de la barrière et qu'on côtoie en fait des entreprises qui sont très tech ou même justement dans le monde qui sont plus orientées pour faire beaucoup de mapping, des gens qui font purement dans le monde du spectacle et pour autant font le même métier que nous. C'est que c'est pas une composante qui est absolument nécessaire, bien sûr, pour faire de la technologie. Et donc je trouve que c'est très intéressant, mais parallèlement, moi, pour faire des recrutements, ça me met toujours, justement, vu qu'on est en médiation, il est toujours pour moi très important quand même d'essayer de m'entourer de personnes qui est quand même dans des compétences pour être développeur, au moins l'appétence, faute de la compétence de l'histoire de l'art. Parce qu'en fait, c'est aussi, voilà, je pense, quelque chose de très inédit par rapport à une communication plus classique ou la création de dispositifs tech plus classiques pour n'importe quelle chose au monde. C'est qu'on est là pour mettre en valeur des objets, des collections, un message, une histoire, et qu'on ne peut pas le faire en fait n'importe comment. On ne peut pas le faire n'importe comment. Alors bien sûr, quand on est prestataire, l'institution joue le rôle du garant, du garde-fou, mais en fait, si on n'a pas la sensibilité en face quand on est le maker, ça ne peut pas tomber juste, ou en tout cas, ou sinon il faut avoir une sensibilité autre, au moins une appétence. Et je pense que c'est un point qui est assez... Ouais, ou alors avoir une équipe complémentaire. Parce que justement, je sais que dans le recrutement de mon chef de service, il y avait une vraie volonté, ce qui était nouveau pour la com au Louvre, une vraie volonté de prendre quelqu'un qui ne venait pas forcément de ce milieu-là, mais qui avait une vraie strate et un vrai savoir-faire dans la com. Alors évidemment, il n'est pas non réceptif et il aime ce qu'il voit. On en parle beaucoup d'histoire de l'art et ces choses-là. Mais vraiment, la volonté, c'était de prendre un vrai communicant. Et donc dans l'équipe, ça marche bien parce qu'on est vachement complémentaires. Donc, mais oui, c'est possible. Oui, non, c'est absolument pas. Et justement, les profils doivent être justement dans une équipe globale. Bien sûr qu'il peut y avoir des compétences. Et je pense qu'à l'inverse aussi, pour avoir justement travaillé sur une société où pour avoir recruté vraiment des gens qui venaient du monde du jeu vidéo, travailler avec des gens qui viennent du monde de la BD pure et dure, c'est très important aussi d'avoir un œil nouveau, comme on le fait dans notre quotidien, aussi bien en interne qu'en externe sur la veille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester auto-centré en permanence non plus, sinon on n'évoluerait pas. C'est-à-dire que le musée est bien sûr gardien d'un passé, mais il doit vivre dans le présent de ses publics. Et donc je pense qu'effectivement c'est une communication qui doit se mettre en place. Non, c'est plus en fait cette réflexion qui était très globale sur cette espèce de monde qui est un peu à part quand même de ces gens avec double casquette qui se communiquent, qui est quand même un peu notre exception d'une certaine manière. Mais effectivement, il faut se nourrir d'autres choses et d'autres personnes peuvent y rentrer, bien heureusement. Du coup, j'ai envie de creuser avec vous la question dans vos 4 métiers du conseil. En fait, vous l'avez déjà un peu abordé, mais Nicolas, tu disais par moment, il y a des conservateurs qui viennent voir, qui peuvent avoir des idées, quelque chose. Comment on les conseille, comment on réoriente une idée qui serait pas bonne du tout, au vu de son expertise. Christelle, t'évoquais le fait que parfois, en fait, on fait de la médiation entre nos équipes, le prestataire, pour bien traduire ce qui est attendu et ce qui est possible. Et puis, Sébastien, toi, de ton côté d'entreprise, comment parfois tu peux avoir une définition d'un besoin et peut-être dire, en fait, c'est peut-être pas ça la réponse souhaitée pour que ça fonctionne. J'ai une idée qui me vient, donc je la dis. C'est vraiment, en fait, je pense que
la source de la réponse peut être de ne pas se lier justement à la technique. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, pour une exposition, j'ai eu un commissaire d'exposition qui me disait je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais il faut vraiment que j'ai 2 écrans qui montrent ça. En fait, non, c'est pas ça qu'on demande, c'est qu'est-ce que tu veux dire. Et nous, après, on le traduit en technologie ou en pas technologie, on trouve une solution, mais vraiment de partir de, et je reviens au début, de partir de l'objet, de partir de l'objectif, de partir du message qu'on veut passer avant de parler de technologie. Et je crois que c'est vraiment la solution. Et souvent, je le dis aux équipes des musées, je dis, moi, je ne suis pas payée à l'écran, en fait. Donc, je ne vais pas mettre des écrans s'ils ne servent à rien. Et on ne fait pas du numérique pour le numérique. Et comme je te rejoins complètement, on fait du numérique pour diffuser et pour donner accès à un public à nos œuvres. Donc, c'est exactement ça. Moi, j'allais exactement dire ça. C'est que souvent, les idées sont bonnes. Et c'est à nous de trouver derrière comment nous arranger pour la mettre en œuvre. Alors il y en a qui sont très au fait de comment ça fonctionne, donc ils arrivent, ils disent vous pouvez faire ça de telle manière. Bon, l'idée est bonne, on va trouver un moyen de le faire. Mais non, totalement. Et justement, c'est notre job dans le musée de travailler avec le côté conservation, le côté sur les collections, et de trouver des solutions pour en parler. Ah non, c'est sûr. Mais il y a aussi des possibilités de faire des... Je sais que mes prédécesseurs l'ont fait. Nous, on ne l'a pas fait, mais de la médiation en interne sur comment ça fonctionne, sur nos métiers, sur comment on peut faire les choses. Et derrière, en fait, souvent, les gens du musée se sentent plus à l'aise aussi pour venir nous voir et nous proposer des choses. Oui, nous, on s'est souvent dit qu'on devrait faire des vie ma vie où la conservation vient nous voir et nous, on va à la conservation, comme ça, on se comprendrait mieux. Mais... Moi, je vais plutôt parler parfois, parce que comme on a un réseau, en fait, il y a quand même 100 monuments et on est 4 chefs de projet. Donc, en fait, il y a un moment où on ne peut pas faire tous les projets. Donc, il faut aussi faire confiance aux équipes sur place et déléguer certaines choses. Donc, finalement, par moment, on se retrouve presque dans une posture proche de l'ingénierie culturelle, à accompagner, à conseiller un projet que nous-mêmes, on ne portera pas. Et d'ailleurs, il y a même une branche du CMN qui s'appelle le CMN Institut, où on fait carrément de l'ingénierie culturelle. Notamment à l'international. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Moi je trouve que c'est toujours comme je sais plus qui le disait, mais c'est du rapport humain quoi. Faut juste réussir à créer un rapport de confiance entre les gens. On fait du numérique mais il faut de l'humain. C'est ça. Et aussi de donner les limites aussi, parce que des fois on peut dire, enfin il y a aussi des projets où personnes arrivent en disant moi il me faut de la VR, je veux absolument de la VR, et là on lui dit alors la VR, c'est aussi de la maintenance, c'est aussi de l'humain, c'est aussi un coût monumental. Et donc voilà, après, c'est à nous aussi, quand les personnes arrivent avec un projet tout ficelé, de dire là, en fait, il y a toutes ces conditions qui sont là et qu'on n'a pas, monétairement, humainement, etc. Donc on est là aussi, évidemment, pour apporter du conseil et de l'expertise. Et on revient aussi à la veille en disant allez voir aussi, quand il y a une direction, peut-être demander aux personnes où est-ce que vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, d'essayer de rattacher à d'autres projets existants. Oui, donc en continuité exactement de ce que viennent de dire mes camarades, je pense que la première, en tout cas là où on a le plus de chances d'aller droit dans le mur, c'est quand on fait des raccourcis et qu'effectivement on attaque en fait la problématique par le biais de l'outil. C'est exactement ce que j'essaye de transmettre aussi aux étudiants que j'encadre dans ce master, dans ma discipline, c'est peut-être de regarder justement à travers notamment la méthodologie du design thinking, d'essayer de penser en fait le design par rapport aux besoins pour la méthode du client, mais donc du visiteur, et de ne pas faire en fait d'aller directement sur une solution et notamment sur un outil technique avant de savoir quel est le message qu'on veut porter. Donc de savoir par rapport à une personne donnée et à un message donné comment le transmettre au mieux. Et c'est vrai qu'il nous arrivait, en tout cas en interne et même en externe. En externe, bon, on voit cahier des charges, on se dit bon, ça va marcher, ça va pas marcher, on y répond pas. Mais en interne, souvent d'arriver avec des personnes qui ont des idées préconçues, mais qui sont préconçues par rapport à ce qu'on a pu voir, mais pas par rapport à leurs propres besoins. Et c'est vrai que c'est là, de toute manière, c'est là où on voit aussi la force des compétences en interne et dans la qualité notamment de ce qui est rédigé. C'est quand la main d'un expert, en fait, le cahier des charges a lui-même été rédigé par un expert. Et qu'il y a eu un vrai travail entre le scientifique et la médiation pour construire tout ça.
c'est vrai que c'est... Et d'un point de vue du privé, parfois, moi, peut-être qu'à l'avenir, je reposerai les questions différemment, mais ça m'a coûté un contrat l'année dernière. Une auguste institution qui a me consulté pour de l'AMO sur un dispositif de VR. Donc, je leur dis, mais donc, quel est votre objectif? Donc, on veut toucher, en fait, des personnes, plutôt des classes, plutôt dans des endroits reculés en campagne. On a très peu de personnes pour les entretenir. Je leur dis, mais en fait, vous ne voulez pas de la VR? Ah si, parce qu'émissif, ça marche très bien. Mais en fait, si vous n'avez ni le budget, ni l'humain pour l'entretenir, et encore, là, en plus, vous parlez de mobilité de classe en classe dans les campagnes, ça ne va pas marcher. Donc forcément, vous pensez bien que je n'ai pas eu ce contrat, mais malgré une réponse qui a été faite. Mais je pense que c'est aussi c'est aussi, je pense, une des qualités pour une institution en tout cas notamment pour les scientifiques, pour les conservateurs, de pouvoir se dire, moi je sais ce que je veux dire, mais je vais faire confiance à ceux qui savent pour pouvoir le transformer. Et c'est là que ça donne les meilleures choses. Et je rajouterais juste une nouvelle problématique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le RSE. Donc on essaye aussi aujourd'hui de mutualiser les missions de nos projets. Donc par exemple, on fait beaucoup de cartographie à Carnavalet. Donc on va essayer aussi de les mettre sur les sites internet. On va essayer de les rentabiliser, en tout cas qu'elles soient plus utilisées que juste pendant l'exposition. Et ça, après, ça peut aller dans des centres de recherche qu'on verra bientôt à Carnavalet. Donc on essaye aussi de travailler avec d'autres services pour justement voir à quel moment on peut réutiliser ces dispositifs. Et aussi, il y a quand même beaucoup en ce moment de demandes d'autres musées et d'expositions itinérantes qui réutilisent aussi les dispositifs numériques. Donc ça, c'est aussi une nouvelle approche qu'on a et on essaye d'y réfléchir dès le début de la conception en se disant, si on fait tel projet, est-ce qu'il pourra être réutilisé par qui? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'on fait du responsive, pas de responsive? Enfin, toutes ces questions-là. C'est exactement ce que tu disais au début. Aujourd'hui, on a un côté un peu schizophrénique dans nos métiers où à la fois le numérique, c'est généralisé de partout, puis c'est un peu nos spécialités, et en même temps, et c'est vrai aussi, on vient nous parler de transition écologique, et on doit réfléchir autour de ces sujets, et comment... je participais récemment aux Augure Lab, et c'est vrai qu'on est autour de la question un peu du numérique juste, comment continuer de travailler sur ces sujets tout en ayant conscience des impacts écologiques et de tous ces sujets. Ce qui m'amène quand même à vous poser une question certes un peu large, mais puisqu'on parlait donc de nos métiers et de l'écosystème dans lequel ils évoluent, la place du numérique dans vos métiers, dans votre quotidien, est-ce que plus, moins, voilà, comment par rapport à ces questions aussi de RSE, tu disais Christelle, potentiellement on limite ou pas? Après, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais je voudrais juste parler notamment de la réalité augmentée, réalité mixte qu'on a au Musée de la Libération. Et c'est aussi grâce à ce réseau, on arrive à savoir à peu près combien de temps ça va durer. Donc par exemple, la réalité augmentée de Libération, elle a 5 ans. Et elle est déjà à son déclin. Enfin, je veux dire, là, c'est la fin. Or, nos musées sont refondus tous les 60 ans. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question quand même de savoir aussi dans la temporalité combien pour ce projet-là. Est-ce que je le fais pour une expo de 4 mois? Est-ce que je le fais pour une collection permanente qui va durer 30 ans? Enfin, trouver aussi le bon système. Après, pour l'usage au quotidien, dans nos métiers, numérique 100%, mais malheureusement. Mais on essaye aussi quand même, on l'a vu aussi, on a eu l'époque Covid qu'on a tous connu aussi, et qui a changé pas mal de choses. Nous, on a eu la chance au numérique d'avoir fait énormément de choses avant le Covid. Donc en fait, c'était plutôt un rassemblement en fait de nos projets. Et notamment, c'est comme ça qu'a vu le jour notre plateforme Paris Musée Explore, qui rassemble tous nos contenus numériques en ligne. Et donc ça, c'est vrai que c'est hyper important de pas les oublier. On a plein de projets qui étaient au fond du tiroir, qui étaient utilisés par personne et qui étaient pourtant du temps et de l'investissement. Donc essayer de les remonter un peu à la surface et peut-être réutiliser l'ancien. Et on voit peut-être avec l'IA, c'est peut-être l'IA qui va nous aider aussi à revenir dans par exemple, des cours d'histoire des arts, on en fait depuis 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas, on a des tonnes et des tonnes de conférences. Peut-être que l'IA peut nous aider à sortir peut-être des choses de tout ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. La part du numérique dans mon quotidien, je dirais
pas peut-être un quart de mon temps, parce que c'est vrai que nous, on gère vraiment les projets 360 avec toutes les productions print, la scénographie, l'agencement, donc c'est pas forcément le... Enfin, c'est pas prépondérant. Et je sais plus quelle était la question. Non, c'est ça. Ah, voilà. Et j'ai pas l'impression que ça ait tendance à prendre plus de place aussi, parce qu'il y a eu un peu une vague aussi de la tendance numérique. Maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive, comme disaient Sébastien et Christelle, à une utilisation un peu raisonnée et justifiée, en tout cas. Et après, il y a aussi d'autres sujets qui émergent et qui viennent faire contrepoint. Donc, je pense à des questions d'innovation sociale, de participation citoyenne, de co-construction, des choses comme ça, qui nous prennent aussi de plus en plus de temps et qui viennent faire contrepoint par rapport au temps du numérique. Comme je le disais, c'est après quelle forme de numérique, parce que c'est vrai que dans notre quotidien, on essaie d'être très large, vu que, comme je le disais au tout début, notre point pivot, c'est d'essayer de toucher un public particulier et par extension, on va dire le grand public et tout ce que ça inclut, mais d'essayer de transmettre au moins un message et de faire quelque chose de particulier. En tout cas, on est tenu par une narration et une recherche d'interaction, et c'est vrai que c'est comme ça, en fait, sur cette volonté. Je suis un peu schizophrène parce que parallèlement on fait aussi du vidéo mapping qui est le truc le plus grand spectacle avec des choses avec 36 vidéoprojecteurs qui sont extrêmement énergivores, etc. Bien qu'on essaie d'avoir une approche extrêmement raisonnée aussi avec les partenaires qui en sont en charge du matériel, sur une approche plus verte de tout ça, et aussi une recyclabilité et un cycle long, d'éviter de faire des choses qui sont purement événementielles pour construire en fait travailler sur des projections qui vont être le long temps d'une saison, sur des matériels qui va être avec un vrai investissement qui va rester dans les villes. Mais parallèlement, on essaie de réfléchir sur des choses qui sont beaucoup plus simples. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé, nous, à nous rapprocher d'une autre société qui s'appelle Macma, qui fait du webtoon et du web novel, en essayant de se dire, bon, on fait du numérique, moi ça fait 15 ans que j'en ai, donc je vais pas forcément me révolutionner, j'avais pas comme objectif de créer une agence d'ingénierie culturelle au sens très large. Donc on est là-dessus, mais par contre d'essayer de se questionner, justement, vu qu'on voulait faire du récit, sur le porteur même du récit, c'est-à-dire la bande dessinée et le livre, et comment le récit peut revenir même sur un support numérique, sur quelque chose d'extrêmement simple et qui n'est pas très impactant même sur le plan de l'écologie. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de réflexions là-dessus, et dans les dispositifs qu'on essaye de mener, on part toujours un peu de cette base de qu'est-ce qu'on veut raconter, comment on va remettre du récit. Et c'est vrai que ça nous arrive même justement dans les réflexions qu'on a à l'heure actuelle sur les serious games, c'est d'essayer de se dire quelle est la part du texte, quelle est la part de la lecture, surtout quand on est sur un jeune public qui lit de moins en moins, comment lui redonner envie de lire, et justement en faisant des dispositifs qui sont attrayants, mais aussi justement en se concentrant sur l'image, le texte, comment arriver à faire des jeux qui sont optimisés, on va dire, d'un point de vue de leur poids, d'un point de vue de leur... de leur puissance, de la puissance de calcul nécessaire pour être le plus démocratique possible, et aussi le moins... en tout cas le moins impactant d'un point de vue écologique, parce que finalement une application qui est centrée sur quelques images, quelques textes, un tout petit peu de 3D mais en low poly, c'est quelque chose qui est très léger, qui se télécharge facilement. Donc c'est quand même donc numérique 100%, mais en essayant d'explorer d'autres voies et d'autres croisements. Alors, j'ai envie de vous parler maintenant, puisqu'on est accueillis par des étudiants, la question des formations. Là, donc, pour ceux qui sont dans le master, on va dire que vous êtes entre guillemets en fin de cursus. On sait qu'il existe plusieurs formations. Nicolas et moi, on est passés par ce master. Sébastien, tu y enseignes. Après, dans nos métiers, finalement, la formation, il y a aussi la formation continue. On l'a dit, c'est des métiers qui évoluent, qui peuvent faire appel à de nouvelles compétences. Et donc, j'ai envie de vous demander comment on continue après à se former. Comment vous avez fait dans vos différents postes. Est-ce que c'est le terrain et vous apprenez par vous-même, ou des formations, En faisant. Enfin, c'est vraiment, ça reste quand même des métiers pratiques. Donc, on parlait tout à l'heure avec ces histoires d'externalisation, etc. Il faut avoir les mains dans le cambouis et tout le temps veille plus faire, c'est se perfectionner, se trouver des nouveaux moyens de procéder. Et puis plus les nouveaux types de projets arrivent, plus ça vous oblige aussi parce qu'on est dans des métiers quand même où c'est jamais tous les jours la même chose. Enfin, en tout cas de mon côté. Et effectivement, faut garder les mains dans le cambouis. Et même en termes de formation, effectivement, il y a de plus en plus de masters, de choses comme ça qui vont chercher à vous professionnaliser, où il y aura des choses très intéressantes. Mais
faut faire aussi à côté des études. Enfin, c'est pas un secret, il faut faire des stages, il faut faire des projets perso pour justement déjà avoir les mains dedans. Parce que même dans les formations, et justement c'est l'avantage de ce master, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets professionnalisants, des projets sur plusieurs mois, des projets plus courts, enfin, vous avez toutes les temporalités possibles, des projets je sais pas, en groupe de 4, en groupe de 20, enfin, ça vous donne quand même un bon panel de ce que vous allez avoir après dans des institutions, dans les types de projets que vous allez faire. Mais effectivement, enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça, il faut faire absolument à côté de ses études, faire des projets, créer des choses, faire des stages, c'est ça, enfin c'est toujours comme ça que j'ai vu les choses. Oui, moi j'ai fait une formation assez généraliste, donc honnêtement, on n'avait pas forcément parlé de médiation numérique, en tout cas vraiment de manière très survolée pendant la formation. Et après, en vrai, on apprend un peu sur le tas. Un jour, on arrive à Paris Musée, on entend le mot API, wireframe, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais peut-être investiguer un petit peu. Et oui, je pense qu'on apprend en faisant. En vrai, on apprend aussi en travaillant avec des prestataires externes et spécialisés. Et en étant curieux, moi j'ai l'impression que mes études elles m'ont plus donné une posture et une curiosité que des savoir-faire, plus un savoir-être qu'un savoir-faire que là j'ai plus acquéri sur le tas du coup. Et il y a aussi, ce qui est très important, et c'était le cas de la semaine dernière, il y a aussi énormément, des salons qui sont représentatifs. Museum Connection, le CITEM, le CLIC. Nous, à Paris Musée, ça fait des années qu'on est, depuis toujours, inscrits au CLIC avec des conférences, des visites avec d'autres personnes, avec les personnes qui ont fait les projets. Donc ça, c'est hyper important d'avoir le retour des personnes. Là, on a de la chance à Paris Musée, c'est aussi, on a des offres de formation qui sont incroyables. Et notamment sur tout ce qui peut être un peu plus technique, donc c'est-à-dire tout ce qui est marché, justement, marché appel d'offres, les droits. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas trop non plus faire soi-même. Il nous faut des vraies personnes qui nous disent vers où aller. Et notamment aujourd'hui, je pense que ça va vraiment se déployer avec l'IA. J'ai l'impression de le dire à toutes mes phrases, mais le droit de l'image à l'IA, dans l'IA, ça va être une vraie partie de plaisir. Donc, il faut vraiment avoir des formations par des gens experts là-dedans. Nous, on ne peut pas trop se former soi-même. Et après, évidemment, sur tout ce qui est pratique, en effet, c'est faire soi-même. Là, je parlais tout à l'heure de l'hébergement web. J'ai eu aucune formation hébergement web. C'est en cherchant, en essayant de comprendre ce qui se passe autour de nous et qu'on arrive à se former. Oui, donc je pense que beaucoup de choses ont été dites parce que effectivement, c'est vrai que donc moi j'ai commencé ma carrière donc chez Réciproque et je me souviens au départ le stage était très tourné vers l'éditorial et de plus en plus la chose est tournée vers la technique et du jour au lendemain on se retrouve en sortant de l'école du Louvre et puis même à Dauphine c'était des affaires de management. Alors autant je maîtrisais très bien ce qu'étaient les bas et les plans comptables etc. ou sinon des budgets de prod ou des calendriers ou sinon voilà des œuvres d'art avec des noms à rallonge venant d'Inde mais pas du tout. Donc du coup la question de la technique et en fait on se retrouve du jour au lendemain avec une réunion avec des gens qui utilisent des mots comme API, wireframe, etc. Donc en fait l'idée c'était de tout noter dans un petit carnet et d'aller chercher très rapidement sur internet pour pouvoir apprendre sur le tas. Et je pense que c'est le lot commun de quelqu'un qui se lance et qui vient d'études assez généralistes. C'est vrai que partant de là aussi dans le master, et c'est vrai que je pense que c'est la force de ces masters spécialisés, c'est que globalement, les élèves gagnent un peu de temps parce qu'effectivement, moi, je vois sur mon cours et sur la manière dont j'ai voulu le construire, je me suis dit, bon, j'essaye de me replonger dans qui j'étais il y a 12-13 ans maintenant et qu'est-ce que c'était que ce premier jour pour éviter justement le plongeon dans le grand bain froid en se disant, bon, au moins, les gens vont partir avec quelque chose et ils rattraperont cette première année difficile, ces 6 premiers mois difficiles et auront ça d'avance pour pouvoir justement plus cultiver quelque chose que justement réapprendre. Après, bien sûr, il y a la question des équipes qui entourent. On apprend aussi de ses collègues, généralement, quand on est junior et qu'on débarque, on est avec des gens plus expérimentés. Donc, il n'y a pas qu'Internet qui est là, bien sûr, heureusement, c'est aussi de l'accompagnement de l'humain. Et après, sur la formation tout au long de la vie, c'est ça, je pense que c'est être à l'écoute, justement. C'est quand on travaille avec des gens, c'est travailler avec son équipe, apprendre de son équipe et apprendre des gens avec qui on travaille, surtout avec des prestataires qui ont, justement, peuvent... On s'est cassé justement ces présupposés de se dire justement c'est un travail de graphiste, ça va prendre 30 minutes parce que c'est qu'un pauvre dessin. C'est en communiquant vraiment avec la personne qui le fait qu'on apprend quel est son travail et combien de temps ça prend et quelle est la difficulté, qu'on s'enrichit soi-même et qu'on ne fera plus cette erreur de demander de mettre en place des plannings qui sont à côté de la plaque. Donc je pense qu'il y a aussi de très bonnes choses, la formation justement, il y a la veille, donc les salons sont extrêmement importants, les conférences qui sont dans les salons, les conférences de manière générale comme celle d'ici
ici ou dans d'autres institutions peut être très, très, très bonne. Et je pense qu'effectivement, il y a des points qui doivent être aussi suffisamment précis et qui demandent aussi l'accompagnement de formateurs. Je pense même notamment, on en a un peu parlé, mais pas tant que ça. J'ai eu la chance chez France Museum, toute l'équipe de France Museum a eu la chance d'être formée à l'éco-conception. Et ce n'est pas des choses qu'on peut trouver sur Internet, mais quand on est accompagné par une équipe, c'est autre chose et ça change vraiment la manière de penser et de concevoir les choses. Et ça, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment un sachant qui vienne le faire, parce qu'on aura toujours une appréhension, mais c'est tellement nouveau, c'est tellement différent, ça change tellement la manière de faire que c'est forcément mieux. Voilà. Mais c'est vrai que j'encouragerais tout le monde à essayer de se former à ça et au moins de faire une fraise du climat. J'en ai refait une deuxième après en avoir fait une première la semaine dernière. Ça rafraîchit un peu les idées. On a fait une journée de... comment on appelle ça? Enfin, chaque année, là, on a la journée de la direction, on a fait une fraise du climat. Voilà, sur l'impact en fait, écologique, etc., des activités humaines, c'est toujours bon à savoir, surtout dans nos métiers qui sont des métiers impactants. Du coup, en vrai, je pense qu'on est tous d'accord, on absorbe beaucoup au fur et à mesure des années qu'on travaille, mais je trouve que c'est aussi important parfois de savoir dire qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas être spécialisé en tout. Et du coup, de justifier, de s'entourer de personnes qui, eux, pour l'hébergement d'un site internet, ou je sais pas moi, pour les questions de maintenance ou de choses comme ça, on ne peut pas non plus tout savoir et tout faire tout seul, donc il faut aussi avoir des limites. Je suis accompagnée d'un AMO. Je vais répondre aux questions, je rassure tout le monde. Mais on paye une fortune, mais bon. Je reviens juste au début aussi des premières années, et je m'en remets un petit peu maintenant, mais c'est l'investissement dans le travail. Enfin, je pense qu'on y est tous passés à faire des horaires incroyables, et je pense qu'on doit tous y passer de toute façon à un moment donné. Toujours. Je vous fais peur. Ça va se passer comme ça. On faisait du 9h, 20h. Carnavalet, j'ai fait des nocturnes entières. Mais voilà, on s'y met. Et après, je pense qu'on est tous là aussi, et je rejoins Sébastien, c'est des passions en fait qu'on a. Donc on a de la chance quand même de pouvoir faire le métier qu'on fait dans le cadre qu'on a. Et de ne pas avoir notamment non plus des vies en main. Enfin, je veux dire, voilà, on est assez confortable dans nos métiers. Mais par contre, ça demande quand même pas mal d'investissement. Et puis un jour, vous devenez formateur vous-même. Sébastien, tu donnes cours. Léa, il me semble que tu fais une formation au sein du CMN Institute sur ces questions de développer des outils numériques sur des sites patrimoniaux. Donc voilà, un jour, vous passez de l'autre côté de la barrière. Ouais. On a fait une formation sur la conception et la production de dispositifs numériques. Donc c'est vraiment leur indiquer les grandes phases, comment construire son cahier des charges, comment évaluer les offres que l'on reçoit et comment suivre la production d'un outil de médiation numérique. Puisque voilà, eux ne sont pas, ils sont pas à même, en tout cas les personnes qu'on reçoit à la formation, de développer eux-mêmes ou de créer une application, mais c'est plus comment encadrer un prestataire spécialisé. Et on a aussi fait une formation pour des Kazakhs qui, visiblement cherchent à développer le numérique dans leur musée. Donc peut-être qu'il y aura des postes au Kazakhstan qui se développeront bientôt. Voilà. Alors, je me tourne vers les étudiants. Je crois qu'on est plutôt bon niveau timing. Du coup, j'avoue, j'ai envie de finir en vous posant à tous une question très large et qui fait un tout petit pas de côté avec la thématique. Mais comment vous imaginez le numérique dans le musée de demain? Quelle évolution vous auriez envie et quelles sont pour vous les utopies un peu qu'il faudrait mieux éviter? Alors justement, on travaille sur le musée de demain puisqu'on est en train de refondre la crypte archéologique. Les travaux vont commencer en 2027. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans ces années-là, mais justement, on essaye en fait de mettre toutes des bases pour être prêt à tout. Mais on parle beaucoup notamment d'IA, évidemment, mais on parle aussi beaucoup de poésie. Et je pense que c'est un peu pour moi personnellement, je vois vraiment le numérique comme quelque chose de poétique demain, je pense que les casques VR vont faire leur temps, mais après on va peut-être sortir de tout ça et ça va être plus sur la sensation en fait, sur le ressenti, peut-être revenir à l'odorat ou en tout cas on parle aussi beaucoup d'haptique, mais je pense qu'on va pas passer par l'haptique technologique, mais le retour en fait à sentir les choses. On parle beaucoup de low-tech aussi.
d'actionner à la main des choses qui font tourner des manivelles, enfin je sais pas, voilà, quelque chose de plus sensoriel. Actuellement, on travaille sur la refonte du château de Rambouillet, donc qui est un projet qui va durer, je pense, 15 ans à peu près. Et je l'imagine, le numérique, comme quelque chose, ça rejoint un petit peu Christelle, mais d'intégrer peut-être une relation plus fluide et plus de passation entre les différents modes de médiation. Moi, je dirais que ça reste un outil, qu'on ne fasse pas du numérique pour faire du numérique et qu'on n'en oublie pas les œuvres qu'il y a dans les musées, qui font quand même le sel de ce que sont les musées. Donc voilà, c'est juste ça. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ça. C'est quelque chose qui doit être plus intégré et en soi aussi dans notre vœu pieux qui aide justement activement à cette démocratisation, mais comme justement dans l'élan global de tout de la mission du musée. Donc vraiment d'être tourné vraiment vers le plus large public pour l'aider justement à rentrer dans cet univers s'il ne l'est pas déjà pour les publics les plus éloignés. Voire même être un outil pour les publics empêchés, mais ça ce qui est par exemple, on ne va pas relancer le débat, mais Paris Musée travaille beaucoup là-dessus, ainsi que le CMN. Voilà, donc un outil plus intégré, moins justement la grosse borne à l'entrée ou à la sortie, et qui laisse la place aux œuvres et aux sensations. Donc en fait, nos métiers ont évolué, évoluent et continueront d'évoluer au gré de la société. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour des questions. Moi, j'ai une question excusez-moi, qui s'adresse surtout à Christelle Fauconnet, parce qu'on a beaucoup parlé du numérique et de l'obsolescence, et vous avez dit que vous avez participé à refondre en fait le numérique au sein du musée Carnavalet. Bon, déjà, c'est remarquable. Moi, je trouve que c'est très, très réussi. Mais je me suis demandé comment est-ce qu'on anticipe justement l'obsolescence dans un musée qui, comme vous l'avez dit, va durer. Et en fait, voilà, comment est-ce qu'on anticipe le fait tout un parcours qui est totalement d'actualité au moment où on ouvre le musée va peut-être devenir un peu désuet dans 10 ans, voire même dans 5 ans? C'est une très bonne question. Justement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, notamment avec le musée de la Libération, où justement il y a quelque chose. Enfin, faut vraiment la faire. Hein, l'expérience en réalité augmentée est super, mais du coup, ça a été un parti pris. En fait, c'est des partis pris. On a réfléchi pour le musée Carnavalet à des modules, en fait. On voulait, et en plus, on n'avait pas le temps de tout faire pour la sortie. On avait peur de voir, enfin, on devait de toute façon rajouter des choses après l'ouverture et au fur et à mesure. Donc en fait, tout ce qui tourne dans les écrans ici sont modulables et on a Léa le connaît très bien. On a demandé en fait à un prestataire de nous faire des feuilletoirs, une machine à feuilletoir en fait. Et feuilletoir, ça peut être des choix de vidéos, ça peut être plein de choses, des choix de cartes, des changements de sous-titres, on peut rajouter des langues, on peut en enlever, on peut rajouter un module, on peut l'enlever, et donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, en tout cas pour le musée Carnavalet, parce que c'était aussi c'était pharaonique hein, comme chantier, et le numérique n'était pas le seul chantier, c'était vraiment tout le musée, donc tout le monde était aussi occupé à autre chose. Donc il fallait aller vite et en même temps aller à l'essentiel. Je sais pas comment on a fait. Mais du coup, voilà, c'est vraiment des modules qu'on a mis en place. Et là, on est en train en plus de changer de programme derrière. Donc on est en train de tout ressortir pour tout remettre dans un nouveau programme, mais qui reste toujours modulable. Et on essaye de trouver les meilleures solutions pour pouvoir rajouter ou enlever des modules. Alors pour l'instant, on ne l'a pas forcément fait parce qu'il y a encore plein de questionnements, enfin plein d'autres choses à faire déjà, mais en tout cas on peut le faire. Voilà, on pose les bases en fait, et après le modulable. Et je pense, je parle d'un projet dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais le portail des collections par exemple à Paris Musée qui a 10 ans maintenant, on a vraiment pensé aussi comme ça en format web, enfin un site web où en fait on n'allait pas tout mettre d'un coup, mais on savait qu'un jour on ferait une API, un jour on ferait de l'open content, enfin, on imaginait. Et donc en 2016, quand on a lancé le projet avec nos prestataires, c'était de dire on veut que le site soit évolutif. Vraiment, on veut pouvoir mettre des briques par briques et pas avoir un château en entier, mais commencer par un Versailles. On a fait un Versailles. On va commencer par un petit cabanon et ensuite pouvoir mettre l'aile droite, l'aile gauche et pouvoir avancer comme ça. Et je pense que c'est vraiment une bonne solution pour en tout cas les collections permanentes qui durent longtemps. Merci beaucoup. Moi, j'avais davantage une question sur la perception du numérique dans vos institutions.
parce que, à mon sens, une des missions aussi dans les métiers du multimédia et de la production audiovisuelle, c'est aussi de sensibiliser en interne les équipes qui ne sont pas forcément proches de ces sujets. Est-ce que vous faites de la formation interne auprès de vos collaborateurs? Est-ce que vous avez des espèces de guides techniques sur voilà, un abécédaire, un b.a.-ba de la production numérique dans vos institutions? Nous, on fait effectivement de la formation. Après, on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Et ça, c'est juste du dialogue, l'expliquer et expliquer surtout pourquoi c'est pas gratuit et pourquoi c'est justifié d'installer ça. Je sais pas, par exemple, nous, on a eu un gros sujet récemment, je pense, à part chez nous, ça n'existe nulle part ailleurs, sur les risques incendies liés au dispositif de médiation numérique. Donc, voilà, en gros, expliquer aux conservateurs pourquoi c'est pertinent et intéressant de déployer des mesures anti-feu au Mont-Saint-Michel pour avoir une visite sur tablette au sein de l'abbaye. Donc, franchement, nous, c'est surtout du dialogue. Mais c'est aussi parce qu'on est, nous, à l'initiative des refontes et des parcours, donc c'est peut-être plus facile comme ça. Oui, je rajouterais justement pour faire le lien avec le musée Carnavalet, c'est aussi évidemment des discussions. On a de la chance quand même dans nos métiers de faire énormément de réunions. Ça fait 2 semaines que je ne fais que des réunions, donc on a le temps d'en parler. Et notamment, j'ai eu la chance d'accompagner toute la scénographie du musée Carnavalet. Et par exemple, je me rappelle de Nathalie Crinière qui voulait pour les bornes interactives mettre des panneaux qui font genre, je sais pas, 20 kilos ou 50 kilos. Et j'ai dit, alors pour changer ma clé USB, je ne vais pas pouvoir... Et puis il ne fallait pas que je les tourne sur le carrelage ou sur le parquet, parce que sinon ça allait abîmer le parquet. Donc on a trouvé ensemble des solutions pour que je puisse mettre à jour mes contenus quand je le veux. Et souvent, c'est 2 heures avant le vernissage. Donc il fallait quelque chose de simple. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de communication, notamment avec la scénographie, où on essaye de leur dire, là, les câbles, ils vont devoir passer ici et ici, il faut trouver une solution, ou même l'accessibilité aussi, expliquer pourquoi on a besoin d'avoir des prises jack dans toutes les bornes ici à Carnavalet, il y a des prises jack parce qu'il y a des boucles magnétiques qui sont distribuées à l'accueil. Enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup de discussions en effet avec tous les prestataires possibles. Oui, de toute façon, une exposition ou un musée, ça reste une œuvre collective, donc il faut juste que chacun s'entende sur les objectifs de chaque métier et qu'on arrive à trouver un équilibre entre conservation, médiation et autres. Et je rajouterais juste au service numérique, à un moment, on a essayé de faire des ateliers, je ne sais plus comment on appelait ça, mais en fait, c'est des petites présentations en interne. Tous les 15 jours, je crois, on faisait. Alors, qu'est-ce que c'est la 3D? Qu'est-ce que c'est l'impression 3D? Qu'est-ce que c'est le gigapixel? Mais en fait, ça nous a pris un temps de fou. Alors, on a fait 1 an pour que les gens puissent venir en interne et voir une imprimante 3D. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche le gigapixel? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ces projets-là? Mais ça nous a demandé un temps beaucoup trop important et on ne l'avait pas, mais on l'a fait pendant 1 an, je crois. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais nous, on a une démarche similaire où on fait 1 fois par mois un café des publics où on réunit tous les chargés des publics du réseau, donc c'est 50 personnes, sur une demi-heure pour évoquer un sujet. Donc parfois, nous, en tant que chef de projet de médiation, on peut être invité à parler d'un dispositif de médiation numérique ou autre, justement pour essayer de sensibiliser un petit peu tout le monde et partager, faire circuler la parole, faire un retour d'expérience. Non, c'est vrai que sur cette question, alors c'est pas forcément un exemple qui vient de mon expérience actuelle, mais pour retourner donc à ma casquette France Museum, il y avait quelque chose qui était extrêmement intéressant, qui était fait à la demande du Louvre Abu Dhabi, qui était des formations sectorielles sur des points extrêmement précis pour justement aider les personnes en charge de la médiation à monter en compétences. Et il y avait cette chose qui était extrêmement intéressante, c'est qu'on le faisait avec le réseau des musées nationaux. Donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas France Museum, donc c'est une entité privée qui a été créée par un accord intergouvernemental entre la France et les Émirats pour la création du Louvre Abu Dhabi, mais qui réunit dans son actionnariat la quasi-totalité des musées nationaux, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Et donc il y avait ce moment formidable qui était justement dans la préparation des formations sur le numérique, le moment où on arrivait autour d'une thématique à mettre autour de la table plusieurs musées qui avaient des expériences extrêmement différentes. Et c'est vrai que, bien sûr, aussi le moment justement de la présentation et des discussions avec le Louvre Abu Dhabi était extrêmement intéressant, mais je trouvais que le moment le plus intéressant, c'était justement quand plusieurs professionnels avec des problématiques différentes, comme aujourd'hui justement, c'est ça qui est bien dans ces conférences et justement les conférences des salons professionnels, échanger des points de vue et des manières de faire.
Et en fait, de nouvelles choses naissaient. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être... Bon, maintenant, je suis dans le privé, mais je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue du public, donc quand j'avais cette casquette-là, de pouvoir discuter aussi, non seulement avec son équipe en interne, mais de discuter avec les équipes des autres musées et de s'enrichir mutuellement. Voilà. Oui, pour compléter. Alors oui, nous on fait beaucoup de sensibilisation, mais c'est plutôt au cas par cas, en fonction des projets, en fonction de nos interlocuteurs. La formation, on n'en fait pas forcément. Mais par contre, on a aussi un guide des bonnes pratiques et on a un bon intranet qui s'appelle Mercure, sur lequel aussi on peut diffuser des choses. Donc ça se passe plutôt comme ça au Louvre. Merci pour ce partage, c'était très intéressant. Dans la cartographie que vous avez présentée, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un aspect sur l'économie des projets multimédia, au sens qui est en train de se développer avec des partenariats, par exemple sur des projets comme la VR ou l'intelligence artificielle? Est-ce que le musée pourra faire seul? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail à faire dans la conception chez les musées de réfléchir à est-ce qu'il faut un produit, un service ad hoc? Est-ce qu'il faut s'associer entre musées? Est-ce que ce n'est pas un élément important aussi de la réflexion du projet? Oui, évidemment, on essaie vraiment de travailler, notamment dans tout ce qui est VR, parce qu'on en parlait pendant toute la conférence, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les compétences et on se complète. Donc nous, on va avoir peut-être les garde-fous ou pas de toute la partie propos muséal, un peu... voilà, propos muséal avec les œuvres, etc., les droits d'auteur, machin. Et après, la partie technique, plutôt technique, ou qui va aller plus loin, peut-être pour des expériences VR. Donc, évidemment, après, nous, on n'a pas eu le cas, je crois. Là, on ouvre l'exposition Matisse, qui est ouverte hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, au Musée d'Art Moderne, et on présente en même temps une VR sur la danse de Matisse. Donc ça vient en complémentarité, mais on n'a pas trop travaillé sur la VR souvent. Enfin là, pour ce poste-là, en tout cas, on n'a pas travaillé avec eux, on les a accompagnés, mais voilà, c'est une création presque totale du prestataire et qui vient un peu en occupation de l'espace. On n'a pas travaillé avec eux. Moi, l'autre VR que j'avais eu, c'était avec Ubisoft. Pareil, c'était clé en main. Voilà, après, il y a d'autres choses. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, la réalité augmentée de Libération, ça c'était vraiment un projet Paris Musée fait avec un prestataire Paris Musée qui n'avait pas forcément des mots à dire sur la narration, mais qui nous a plutôt évidemment accompagnés, conseillés en disant il faut faire ça ou ça. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de projet là-dessus. En tout cas, de mon point de vue, donc plutôt dans le privé, c'est vrai qu'il y a une vraie question pour nous de l'économie à l'heure actuelle. Je veux dire, on est en réduction budgétaire sur la partie publique et je pense que pour les musées, il y a une vraie recherche de fonds et de nouveaux modèles économiques et aussi parfois justement face à des productions dont les coûts sont extrêmement importants, peut-être justement de rechercher des nouvelles choses. Et c'est vrai que nous, ça fait partie des questionnements qu'on a dans notre offre à l'heure actuelle. Alors la société est très jeune, 80 à 90% de notre chiffre d'affaires revient de la prestation de services tout à fait classique. Mais c'est vrai que très tôt, on s'est posé la question aussi d'autres offres et comment apporter d'autres choses. C'est comme ça qu'on a créé notre projet de produit, donc j'en parlais très brièvement tout à l'heure, qui s'appelle les protecteurs des neufs. C'était l'idée de se créer une licence, une IP à la manière même du monde de Marvel, autour de l'histoire de l'art et de la culture qui se déploie entre webtoon, web novel et jeux en ligne géolocalisés, en se disant qu'effectivement c'était nous une manière de trouver une nouvelle économie pour l'entreprise qui puisse passer aussi bien par justement du B2B, donc quelque chose une économie dépendante en fait des institutions culturelles et des collectivités, donc une commande publique, mais aussi quelque chose qui puisse se reposer sur en fait de la transaction auprès des utilisateurs et sur différents modèles. Donc pour la partie roman BD, c'est finalement la commercialisation. Les webtoons vont être très bientôt édités sur la plateforme Webtoon en partenariat avec Webtoon, qui est un acteur japonais, c'est coréen, qui est là où le créateur en fait de ce format, d'où le fait que la plateforme porte le nom du format. Et donc le fait que les lecteurs puissent contribuer au chiffre d'affaires et qu'il y ait des retombées économiques même pour finalement les institutions culturelles, en se disant qu'on a un modèle mix comme ça en B2B, B2C, de pouvoir nous proposer, quand on crée des parcours en partenariat avec des villes, de pouvoir les proposer à très bas prix, c'est-à-dire que la rémunération, nous aussi, se trouve, en tout cas la rentabilité se trouve aussi dans ce qu'on peut vendre directement au public en complément.
et donc de pouvoir proposer des offres tout à fait accessibles justement sur des villes de taille moyenne. Notre premier client était la ville de Soissons et on regarde plutôt sur des villes comme ça qui ont un très fort patrimoine mais pas forcément le moyen de l'exploiter, en se disant que voilà, on peut cofinancer même à l'échelle d'une petite entreprise, et sans parler sur des coproductions internationales, des projets qui puissent mêler économie privée et économie publique. Donc c'est des vrais questionnements qui même nous animent. Je compléterais juste, évidemment, par exemple, on a vu à Orsay ce qui s'est passé pour la VR impressionniste. Donc, c'est des projets qui existent. MNHN, Monde disparu. Mais c'est vrai que nous, ça fait partie des réflexions qu'on a pour 2025, qui va être une grosse année de réflexion. Beaucoup moins de budget, donc beaucoup plus de réflexion. Mais pour l'instant, on n'a pas eu en fait le déclic de ça. Et c'est aussi lié un petit peu à la VR et de se positionner, en fait, de savoir, par exemple, à Orsay, ils ont fait la VR impressionniste alors que les tableaux étaient juste à côté. Et on revient un peu au message qu'on avait. Est-ce que nous, par exemple, on n'a pas forcément non plus les lieux qui peuvent se prêter à ce genre d'expérience, donc ce serait plutôt à l'international. Donc là, on a un service international qui travaille justement sur toutes ces questions. Et on va travailler avec eux sur comment en fait, faire des coproductions, mais plutôt à l'étranger, plutôt en dehors de nos musées, et donc s'adresser à un autre public. On a eu ça par exemple pour les catacombes, où on a commencé un peu à travailler sur ce sujet de coproduction, mais c'est des choses qui sont très, 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 très longues à mettre en place, qui demandent énormément de temps et beaucoup d'investissement quand même. Donc pour l'instant, on n'est pas abouti, mais on y réfléchit. Je ne suis pas hyper légitime à répondre à cette question puisque c'est souvent des modèles qui sont portés par un autre service que le mien. Mais on a au sein du Centre des Monuments Nationaux différentes formes de collaboration, donc de la concession à la licence, à la coproduction, notamment pour des grosses expériences en VR, effectivement. Après, est-ce que ça élargit la cartographie ou est-ce que c'est juste différentes manières de collaborer avec les mêmes acteurs? Je ne sais pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci au master de nous avoir accueillis. Et puis, bonne fin de journée.